Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est en live en ce mercredi soir, il est 20h, soyez les bienvenus pour l'avant-dernier numéro de la saison. Avec moi, deux de mes complices habituels, deux des historiques d'iWeek. Salut les garçons, je suis très heureux de vous retrouver. Salut Élie et salut Gilles. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Ah, ça fait plaisir. Bon, je suis parti faire un petit tour en Chine la semaine dernière. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'émission. On en dira un mot d'ailleurs tout à l'heure parce qu'on va parler de l'activité d'Apple, des iPhones, etc. Comment ça va ? Mais bien, Gilles fait des contrepétries. Donc, dès bon le début de l'émission. Le micro était coupé, moi je n'ai pas entendu. Ouais, il t'a demandé si tu étais allé à pied. Oula. Oui, avec la Chine, c'est une. D'accord. Ok. C'est un classique. Très en forme, les garçons. Très, très en forme. Bon, on a plein de choses sur le grill en ce mercredi soir. Il y a une actu très, très sympa avec des rumeurs, des OS. Tim Cook à Stanford, ce sera en fin d'émission son discours exactement là où Steve Jobs avait prononcé le sien il y a 14 ans. Et puis, l'un des lieux historiques de l'histoire d'Apple va fermer. Si je vous dis le lancement du Mac MCS 84, et oui, cette salle mythique va fermer. On va revoir des images tout à l'heure. Et forcément, ça va vous rappeler et nous rappeler des souvenirs. On est ensemble pour 1 heure. On est en direct. Profitez-en. Vous connaissez le hashtag iWeekTV sur Twitter. Et vous êtes déjà un certain nombre à être là avec nous. Je salue Frédéric Cavaillé, notre chroniqueur virtuel, fidèle au poste, qu'on embrasse particulièrement ce soir, qui nous dit « Vous me manquez ». Et ben voilà, tu vois, le mal est réparé puisqu'on est là. Très heureux de te retrouver, Fred. Eric Alio nous dit « Hello, toute la team iWeek ». On est là. Bah, nous aussi, on est là, Eric. Ravi de te retrouver. Didier Méance, hop, c'est parti pour iWeek TV. Salut Didier. N. Thibault est là, lui aussi, avec Steve Wozniak en avatar. Bonsoir iWeek TV. Wow. Bonsoir à toi aussi. Voilà, vous êtes en train de nous rejoindre. Et puis, même les absents sont avec nous, alors en vrai ou spirituellement, puisque, par exemple, François Le Truedic, qui est apparemment en train de se perfectionner sur Premiere Pro, nous disait sur Twitter, ne manquez pas un nouveau numéro d'iWeek avec les copains. Moi, je peux pas, j'ai Premiere Pro, mais je sais que François ne rate aucune émission, et il est là, toujours avec nous. Souvent, d'ailleurs, via les podcasts, hein, je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et donc, profitez-en. Et puis donc, ce hashtag que vous connaissez, iWeekTV, c'est le petit mot dièse à ajouter à tous vos messages pour qu'on les lise. On est branché avec vous et on est là. Alors les copains, on va commencer par un petit peu de software ce soir. 15 jours après la WWDC, la deuxième bêta de macOS Catalina est arrivée. Attention, que pour les développeurs, n'est-ce pas les garçons ? Vas-y Gilles. Allez, vas-y Gilles. Démarre Catalina. À toi. Oui, c'est une bêta pour les développeurs. La bêta ouverte aux utilisateurs sur inscription sera vraisemblablement disponible en juillet. Et l'occasion de saluer également Audrey, qui s'était un petit peu agacée sur Twitter il y a quelques jours à propos des gens qui commencent à chouiner que Catalina n'est pas stable, qu'il y a plein de bugs, alors que c'est la première bêta d'une bêta qui est destinée aux développeurs et dont le but est précisément de faire débusquer les bugs afin qu'on puisse livrer une version propre en septembre, en octobre. Ouais. Et je passe le relais à mon camarade Eli, qui a dû se pencher plus profondément que moi sur cette nouvelle version.
Est-ce que tu as installé la première bêta, Eli? Non, Catalina, non. Non. Pourquoi? Pour Pas deux le temps raisons. ou tu te dis que c'est un peu tôt? Non, pour deux raisons. C'est que pour l'installer, il faut avoir une machine de test, parce que je ne vais pas risquer de l'installer sur ma machine, et en ce moment, je n'en ai pas. Et ensuite, parce que j'ai bien regardé les nouveautés qu'il y a dedans, et ça semble intéressant, mais c'était moins spectaculaire que iOS 13 ou iPadOS 13 que j'ai installé. Donc là, j'avais une machine de test disponible. Et je voulais vraiment voir les nouveautés, on en parlera puisque c'est un des sujets. Mais Catalina, c'est sympa, mais c'est pas une révolution comme iOS 13 rajoute beaucoup plus de choses aujourd'hui. Donc je me suis focalisé sur la version iOS et Catalina. J'ai essayé de l'installer sur une machine virtuelle, hein, franchement, mais ça marche pas. C'est pas encore supporté. Ouais. Et donc je ne suis pas arrivé. Bon. Voilà. Et justement, parce que tu parles d'iOS 13, la deuxième bêta est sortie, elle aussi pour les développeurs. Alors, Eh oui. Bon, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a énormément de nouveautés dans cette bêta 2. Oui, et ils ont rajouté pas mal de choses. Donc, en particulier par rapport à la première qui était déjà très bien, il manquait quelque chose qu'on voulait tester, qui était la connexion à un serveur SMB, puisque depuis déjà macOS 13, enfin 10.13, on avait déjà la possibilité de se connecter à un serveur à condition que ce soit du SMB. Apple a laissé totalement tomber l'AFP, qui était leur protocole à eux, pour se raccrocher à SMB, qui est un protocole plutôt Windows. Et donc, cette fonctionnalité n'était pas présente. Et donc, maintenant, c'est possible. Donc, dans ce qu'on voit à l'écran, on peut se connecter, par exemple, à un serveur. Et dans le partage dans Fichiers, dans le partage, on peut voir aussi que un serveur sur lequel on s'est connecté est disponible et du coup, on va pouvoir garder comme ça dans ses favoris de partage sa machine de bureau ou son serveur, etc. Et donc, ça c'est très très pratique pour accéder à des documents, à des films, à tout ce qu'on veut. Moi, je vous avais raconté que j'avais branché un disque dur avec toute ma collection de films, et j'en ai beaucoup, et ils marchaient tous, hein, donc c'était impressionnant. Sauf le MKV, puisque pour l'instant, ils savent pas encore lire le MKV, mais ça, c'est un format vidéo qu'on trouve dans certaines vidéos, on va dire, non officielles, donc on n'en parlera pas, parce que les officielles sont en MP4, donc celle-ci marche. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ouais. Bon, maintenant, la bêta 2 supporte enfin la PFS, qui est quand même la moindre des choses dans les partages, puisque la PFS, c'est le format Apple. Hein, donc, c'est le nouveau format. On voyait les disques. Oui. Depuis donc, le nouveau format de fichier Apple. Non, depuis 10.13, on était déjà en APFS. Donc, depuis iSierra, non. Pardon, non, excuse-moi, depuis Mojave, oui, bien sûr. Non, excuse-moi, c'est parce que moi, j'étais déjà dans Catalina, donc tu vois, donc non, bien sûr, tu as totalement raison. Depuis 10.13 Mojave. Ouais. Yes. Ça veut dire qu'on voit les volumes APFS désormais dans la bêta. Oui, quand on connecte externe qui serait formaté en APFS. Sinon, le partage de fichiers se fait toujours en SMB, puisqu'il n'y a plus l'autre. Mais si on connectait un disque dur formaté en APFS, dans la bêta 1, on ne le voyait pas. Voilà. Okay. Donc ça a été rajouté. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même des tas de petites choses. On peut maintenant partager dans Safari, quand on veut envoyer un document, on peut l'envoyer en PDF, alors qu'avant, on n'avait que la fonction Web Archive, hein. Ou alors on peut décider de laisser iOS se débrouiller en fonction du document, il créera un peu ce qui est le mieux. On peut maintenant faire des tris dans les checklists, on peut faire des tris des éléments qu'on a cochés, ce qui est plutôt pratique. Et ils ont amélioré un certain nombre de présentations dans les applis. Par exemple, quand on démarre Maps, il vous donne une page d'accueil avec les nouveautés, ce qui est plutôt une bonne idée. Et ils ont fait ça dans plusieurs applis d'ailleurs. Alors, quoi d'autre? Évidemment, les animojis, ça reste toujours une grande priorité pour Apple. Donc, il y a des nouveaux animojis avec en particulier les stickers qui étaient très pratiques dans la bêta. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre animoji, il va vous proposer
dans la bêta 1 une dizaine de variantes, une où on sourit, une où on fait la tête, etc. Et donc, ils en ont rajouté quelques-unes avec ce que Iron Man appellerait des gang signs, c'est-à-dire le signe peace, et des choses comme ça. Il y en a quelques-uns. Donc, ils les ont rajoutés. Et ce qui se passe, c'est que par rapport à votre visage, à votre donc Memoji, utilisé dans iMessage, dans FaceTime, etc. Donc, ce qui est plutôt sympa. Ok. Mais c'est pas fini. D'autres je peux faire une parenthèse sur Vas-y. Bien sûr, j'ai. Alors, c'est loin d'être anecdotique parce que je viens de voir passer une thèse. Il y a une doctorante en sémiologie qui fait une thèse sur l'utilisation des smileys comparativement aux emojis et apparemment c'est quelque chose qui fait sens, qui est nouveau dans la conversation puisque ça rajoute des fonctionnalités, une dimension émotive qui manque à la communication verbale et il doit y avoir d'autres travaux en ce sens qui sont faits aux États-Unis et je pense que c'est pris très au sérieux par Apple. C'est pas vraiment un truc fun et marketing comme on pourrait le penser au premier rapport. Je vois à propos de l'APFS un tweet à l'instant de Petit Kiki, décidément que j'adore et que je salue, qui nous dit, alors, pas complètement sûr, Apple File System a d'abord été disponible dans macOS Sierra en tant que système optionnel non démarrable. Il est le système de fichiers par défaut dans macOS High Sierra, je crois pas, sur les machines dotées d'un SSD. Je crois que ça me dit quelque chose. Si. C'est possible qu'il y a une mise je crois me souvenir qu'il y a une mise à disponibilité progressive comme ça. Parce que moi, je suis resté très longtemps sur High Sierra, justement parce que je ne voulais pas switcher pour plein de raisons en APFS. Et je n'étais pas en APFS jusqu'à ce que je passe à Morave. Mais je pense que c'était optionnel avant, peut-être. S'il dit ça, c'est qu'il a vérifié. Alors que nous, notre mémoire à Gilles et à moi... Ça a l'air sérieux. Donc, mais moi, je le crois tout à fait. Je ne me permettrai pas de mettre sa parole en doute. C'est un mathématicien en plus, donc... Oui, absolument. Non, mais si Guillaume était là, je pense qu'il pourrait apporter sa petite touche d'éclaircissement. Et d'ailleurs, il peut tweeter s'il nous écoute. Guillaume. Donc, si je comprends bien, c'est apparu en tant qu'option sous Sierra. C'est devenu le système par défaut pour les Mac avec un SSD dans High Sierra. Et depuis Morave, c'est le format de fichier unique. Unique. D'ailleurs, il ne doit plus y avoir je ne veux pas dire de bêtises. Non, si je dis une bêtise, puisque les Mac, certains Mac continuent à avoir des disques avec des disques à plateau et non pas de SSD par défaut. Mais par défaut, il les formate plus. Quand tu vas dans utilitaire de disque, il te propose plus l'option de formatage en HFS. Il va maintenant te proposer plutôt du FAT ou du exFAT ou du NTFS, qui sont des formats PC. C'est vrai. Donc voilà, il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué sur les nouveautés de la bêta d'iOS 13. Et moi, elle m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, elle intéresse aussi Erwan Leclerc, mon copain de Broadcast Time, qui doit avoir beaucoup de mal à se remettre des 24 heures du Mans qu'il a couvert pendant 10 jours, je crois. Comme un fou, il en a perdu ses cheveux, il en avait déjà plus beaucoup, mais il a perdu ce qui lui restait. Il est avec nous, je le sais, et je le salue, Erwan. Et donc cette nouveauté dans iOS 13, la bêta 2, c'est l'arrivée du multicam. Mais absolument. Mais c'est énorme. Absolument. C'était disponible depuis un moment sur macOS, donc maintenant que ça arrive sur iOS, c'est très bien, parce que ça permet, en fait, avec le logiciel qui va bien, d'enregistrer plusieurs sources vidéo, et d'ailleurs aussi bien de l'audio, s'il y a une photo, enfin il est capable de mélanger plusieurs sources, et les démonstrations qu'a fait Apple à la WWDC
ils ont montré un iPhone où il enregistrait non seulement la caméra arrière de l'appareil qui filmait quelque chose, mais la caméra avant avec, en fait, la personne qui filmait. Et ça, dans certains reportages, je pense au magnifique reportage de notre ami Pepe Garcia, c'est bien utile si tu peux avoir ce que tu filmes et en même temps toi-même. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le playback, on peut avoir soit les écrans côte à côte, soit un écran prédominant avec de l'image dans l'image, mais on peut switcher en temps réel. Et donc ça promet des montages qui vont être particulièrement sympathiques. Ça veut dire qu'on a sa petite régie dans son iPhone, en fait, ou dans son iPad. Bien sûr, à condition d'avoir un logiciel de montage. Alors bien sûr, dans le Mac, le multicam, on le fait avec Final Cut Pro ou Premiere. Dans iOS, iMovie, pour l'instant, ne fait pas de multicam, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait une version d'iMovie ou d'un autre logiciel. Apple utilise un logiciel pour faire ça, qui s'appelle AVRDO, je crois, ou AVR quelque chose. Ouais. C'est ce qu'ils ont utilisé à la WWDC, donc c'est pas un logiciel final, commercialisable, etc. Mais je suppose que aussi bien Apple qu'Adobe vont se précipiter pour être les premiers à montrer le multicam, parce que du coup, avec un iPad Pro, alors l'iPhone c'est déjà très bien, mais avec un iPad du multicam, ça va être encore plus spectaculaire. Il y a pas une mise à jour d'iMovie récente pour iOS? Oui, mais pas pour le multicam. Ouais. Pas pour le multicam encore. Ça va peut-être arriver, hein, mais pas encore. On va rappeler qu'on attend toujours un Final Cut sur iPad. Ce serait bien. Oui, ou un Premiere. Maintenant que Photoshop arrive, pourquoi un logiciel comme Final Cut n'arriverait pas sur un iPad? Oui, bien sûr. Surtout maintenant qu'on peut gérer des fichiers externes. Ça devient complètement logique. Et puis, juste vous rappeler qu'il y a 2 logiciels qui sont excellents sur iOS pour faire du reportage et pour produire du reportage de manière complètement autonome avec un iPad ou un iPhone. C'est City Producer d'un côté et Filmic Pro de l'autre. 2 très bons softs que je vous conseille si vous cherchez de quoi utiliser votre iPhone ou votre iPad comme outil de captation. Et puis on va voir ce que donne ce nouveau logiciel qui était montré en bêta à la WWDC. Autre chose les garçons sur iOS 13 bêta 2? Des petits trucs. On a maintenant la possibilité d'ajuster le niveau de lumière en mode portrait, donc puisque ça avait été demandé par les utilisateurs, puisqu'Apple le fixait par défaut. Mais un photographe créatif peut avoir besoin d'avoir plus ou moins de lumière. Donc maintenant, ça y est, c'est fait. Et puis maintenant, encore une fois, avec cette page d'accueil dans les logiciels, quand on démarre HomePod, qui lui aussi a sa nouvelle version de logiciel, il vous rappelle que maintenant ça reconnaît plusieurs utilisateurs, ce qui est utile. Quand on démarre et qu'on a une nouvelle version sur tvOS, il va nous rappeler qu'il y a une possibilité de faire une mise à jour de l'application tvOS dans l'Apple TV, même dans iOS, pour qu'on n'oublie pas de le faire. Et oui, il y a des petits trucs, par exemple, quand on utilise le micro dans accessibilité, vous savez, pour les fonctions pour les malentendants, eh bien, on saura qu'il est en place parce qu'il y aura un petit micro bleu qui va apparaître pour vous indiquer « Attention, la fonction accessibilité audio est en marche ». Et puis, oui, ça manquait dans la bêta 1 pour ceux qui l'ont essayé. Quand on jouait des albums dans CarPlay, il n'y avait pas la pochette de l'album, ce qui est évidemment... c'est moins bien. Ouais. Et donc, ça y est, ça a été rajouté. Donc quand même beaucoup d'avancées dans cette bêta numéro 2. Oui. Avant que ce soit une bêta publique, donc ça veut dire que la première est sortie parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose à la WWDC, mais la bêta 2 commence à corriger et à rajouter des fonctions. Dans les autres versions, dans WatchOS en particulier, ils ont rajouté pas mal de choses aussi importantes. Et donc les choses commencent à arriver. On va en parler de WatchOS 6, Elie. Puisqu'on sait que l'indépendance vis-à-vis de l'iPhone est un des gros sujets, avec un App Store propre aux apps pour la Watch, mais les mises à jour aussi se feraient complètement indépendamment, c'est ça?
Absolument. Donc, on pourrait, dans les réglages, et c'est dans la bêta 2 apparemment, donc celle-là, je ne l'ai pas installée non plus parce que je n'ai qu'une Apple Watch sous la main supportant WatchOS 6 et je ne veux pas me priver de la mienne pour le moment. Donc, mais a priori, oui, il y aurait la possibilité de faire une mise à jour directement de WatchOS depuis l'Apple Watch. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé déjà dans d'autres émissions d'iWeek. Vous savez que l'Apple Watch est un des produits Apple, d'ailleurs comme le HomePod dans certaines fonctionnalités, qui ne fonctionne que sous macOS et qui ne peut être configuré que sous macOS. Donc on peut imaginer que si Apple veut vendre plus d'Apple Watch à des utilisateurs qui ont des Galaxy ou des Huawei ou autre chose, ils ne vont pas développer l'équivalent du logiciel Watch avec tout ce que ça implique. Et ils vont peut-être permettre à des utilisateurs qui n'ont pas d'iPhone d'acheter une Apple Watch et de l'utiliser, de rajouter des apps. Ça ne veut pas obligatoirement dire que ça va synchroniser avec un téléphone Android, hein. On n'en est pas là. Mais ça veut dire que quelqu'un qui aurait un produit Android pourrait avoir une Apple Watch aussi et utiliser ne fût-ce que le Bluetooth pour communiquer. Donc même si c'est pour écouter les chansons ou pour des choses minimalistes, mais en tout cas utiliser des fonctionnalités de l'Apple Watch sans avoir obligatoirement besoin d'avoir un iPhone à côté. Bon, on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Vous avez continué à vous brancher alors qu'on commençait l'émission. Donc je salue aussi Joël Perron. Bonsoir tout le monde, nous dit-il. Jérôme Derdermotus est là lui aussi au rendez-vous comme très souvent. Salut Jérôme. Hello les amis, nous dit-il. Stéphane Hightech au rendez-vous également. Bonsoir à l'équipe d'iWeek. Stéphane Hightech qui nous dit « J'aime bien la gestion de la batterie dans iOS 13 ». Je ne sais pas si vous avez... J'ai pas essayé. T'as pas fait particulièrement attention. Ok. La fonctionnalité Sign in with Apple est pas mal aussi. Cette nouvelle manière de s'authentifier sans utiliser les authentifications Google, Facebook, qui fait donc son apparition dans iOS 13. Et puis à propos des logiciels de reportage sur iPhone et iPad, Erwan, qui est donc bien avec nous, nous dit très justement, j'ai oublié de le mentionner, qu'il existe aussi LumaFusion 2.0 pour le montage sur iOS, qui est aussi dans la cour des très bonnes apps. Donc voilà, vous avez c'est celui qu'utilise Apple d'ailleurs dans les vidéos. Absolument. Je crois que c'est celui que montre Apple. Mais on vous mettra la liste des trois sur Twitter pour ceux qui veulent les essayer. Moi, j'avoue que je connaissais Luma, mais pas les deux autres dont tu as parlé, Benjamin. Et donc, je suis curieux de les essayer, surtout si vous-même vous les utilisez en reportage. Ça m'intéresse d'autant plus. Alors, c'est des apps payantes, mais il doit y avoir des versions temporairement utilisables ou en tout cas avec des fonctions, une partie des fonctions accessibles seulement, je crois. Je vous préciserai ça d'ailleurs moi aussi. On va passer un peu au matos maintenant, après avoir fait un gros point sur la partie soft. Et on va parler d'anticipation avec les iPhones du mois de septembre, la prochaine génération et même ceux de l'année prochaine, de 2020. L'un des gros enjeux, ça va être la 5G. Et Gilles, notre ami Ming-Chi Kuo, le bien nommé, a encore frappé. Oui, il était question de pourparlers entre Apple et Intel qui avait prévu et annoncé la fermeture de sa division modem pour les portables, pour les téléphones, de racheter et d'incorporer reprendre dans son compte l'équipe qui travaillait sur le 5G, puisque Apple avait annoncé un accord pluriannuel avec Qualcomm pour régler le différend judiciaire qui les opposait. Gilles, tu es un coquin parce que tu as sauté 2 sujets. Là, on devait parler des iPhone 5G. Oui. Et donc, il est question qu'Apple présente en 2022 des iPhones avec des modems 5G au moins conçus, sinon fabriqués en interne.
Je pense que je me suis gouré de. Ouais. J'ai un petit peu anticipé, comme Je crois que d'habitude. tu es bourré de sujets. Mais, non, mais on va y venir, et c'est intéressant. Mais là, on parle bien des iPhones. Alors, on parle bien des iPhones de l'année prochaine, pas du mois de septembre. On est bien d'accord, hein? Oui, 2020. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 5G dans les iPhones du mois de septembre. Il n'y a pas de relais non plus, donc ni d'opérateurs largement, Oui, mais d'offres larges. en Asie, il y a de la 5G annoncée partout, hein. On s'en fout, eux s'en foutent, dans la mesure où c'est Samsung. Je ne l'ai pas mis dans le conducteur, mais c'est Samsung qui est le plus gros vendeur, soit Huawei, soit Samsung, qui sont les plus gros vendeurs de téléphones sur le segment le plus cher, donc celui qui intéresse Apple. Ce sont eux qui vendent davantage qui ont les plus grosses parts de marché sur le smartphone haut de gamme. Donc, il n'y a pas d'urgence pour eux à déployer prématurément de la 5G, d'autant que la plupart des pays, surtout les fréquences, n'ont pas été attribuées. C'est vrai. Donc, on se souvient de la 4G, où les premiers iPhone 4G étaient sortis, et en France, ils n'étaient pas compatibles avec les réseaux les fréquences qui avaient été attribuées aux opérateurs français, à part quelques utilisateurs de Bouygues, si ma mémoire est bonne, du côté de Strasbourg. Parce que les modems... J'ai oublié ce détail-là, j'avoue. Les modems ne couvraient pas, ne captaient pas les fréquences qui avaient été attribuées, alors que dans le reste de l'Europe, en Italie, en Allemagne, je crois, et en Irlande, si ma mémoire est bonne, les iPhones, les premières versions d'iPhone 4G fonctionnaient. Alors, juste, est-ce qu'on peut revenir sur le détail de ce que dit notre ami Ming-Chi Kuo? En fait, il dit que 2 des 3 iPhones de 2020 seront 5G, mais l'un des 3 ne sera que 4G LTE. Le milieu de gamme. Ouais. Oui, ce sera une entrée de gamme, oui. Alors, c'est possible parce que la logique à ce que le modèle intermédiaire en taille ne soit pas 5G si les 2 autres le sont? C'est pas l'intermédiaire. Le 6.1, c'est le modèle LED d'aujourd'hui, c'est le 10R par rapport à l'OLED, qui est le max d'aujourd'hui. Donc, ça suit la logique d'avoir un modèle et un modèle max haut de gamme et un modèle donc en 6.1 qui est l'équivalent du R d'aujourd'hui, qui est de l'entrée de gamme. Donc, c'est assez logique. Un petit point sur la 5G par rapport à la France. Il ne faut pas oublier cette technologie de base qu'est la 5G. On a une énorme vitesse, mais on a beaucoup plus de relais. En fait, il faut que les relais soient beaucoup plus proches. Au lieu d'avoir une tour qui couvre des kilomètres, on va avoir 10 tours qui vont couvrir, ou 10 relais qui vont couvrir des centaines de mètres. Et le problème, c'est que ça, il faut les déployer. Alors, certains acteurs, même français, ont déjà prévu le coup à l'avance et déploient des relais 4G qui peuvent basculer en 5G en appuyant sur un bouton. Mais il faut que le maillage soit complet, parce que s'ils font un lancement de la 5G et que, par exemple, à Paris, ça marche pas, ou que dans les grandes villes, ça marche pas faute de maillage, eh ben, les utilisateurs vont encore râler sur la technologie, comme des fois au début de la 4G, où il y avait très peu de villes en France qui étaient couvertes, voire même des quartiers dans Paris qui n'étaient pas couverts du tout, et les gens ne comprenaient pas. Maintenant, la 4G est à peu près partout, je crois que c'est 96% du territoire, mais ils ne veulent pas reproduire la même erreur en 5G. Donc, voilà. Je vais t'emmener du côté de la Camargue, tu verras que les 4% qui manquent, ils sont là-bas. C'est le problème des zones grises, mais très grises. Hein. Là, elles sont même des fois blanches. Je vais te parler de la Brière, juste derrière Guérande. Le problème est sûrement du même ordre. Cette fois-ci, pour la 5G, il y aura davantage de villes, et surtout de villes moyennes, qui feront partie du premier wagon
du déploiement. Ouais. Dites-nous, vous qui êtes avec nous en ce mercredi soir, 20h30 sur Watch, est-ce que la 5G sera pour vous un critère d'achat déterminant pour changer de smartphone et est-ce que vous tenez à ce que votre prochain iPhone soit 5G dès le mois de septembre ou est-ce que vous êtes prêt à attendre un an de plus? Comment vous le sentez? Profitez-en, on est encore ensemble une demi-heure. Donc, je suis impatient de voir tomber vos messages. En tout cas, il n'y a aucune chance que ce soit un produit Apple cette année. Hein. Donc, ça sera 2020 ou rien pour ceux qui veulent un iPhone. Hein. D'accord. Ça c'est lié justement à ce que nous disait Gilles de manière un peu anticipée? Oui, je pense. Au négo autour du modem 5G? Non. Il y a un accord. Il y a un accord qui a été signé pur et dur avec Qualcomm pour la fourniture dans un premier temps de modems Qualcomm pour les premières 2020 et sûrement 2021 pour des modems donc Qualcomm dans les iPhones. Le souci, c'est que dans la plupart des pays développés, à part soit en Asie, soit dans les pays nordiques, sûrement pas la Suède, mais peut-être la Norvège où la 5G commence déjà à être développée parce qu'ils ont Ericsson qui est un acteur local qui est concurrent de Huawei. Pour l'instant, il n'y a pas les fréquences. Donc, quelle fréquence attribuer aux iPhones en fonction des lieux où ils seront distribués? Jérôme Gargamotus nous dit avec beaucoup de sens, hein, de raison, la 5G chez nous sur tout le territoire français, c'est pas pour tout de suite et l'Europe en général. Avoir un iPhone 5G qui va coûter encore un bras et pas pouvoir en profiter sans intérêt, Apple a raison de ne pas se presser. Et surtout les forfaits, parce que les premiers forfaits 5G, ça va coûter une blinde. Hein. Ouais. Donc, il faut attendre que les grands acteurs soient Oui, mais on prêts. ne sait pas. Non, en fait, on ne sait pas. Mais non, c'est vrai. On ne sait pas. Plus, ça va dépendre de la concurrence aussi entre les opérateurs. Hein. Oui. Les opérateurs ont besoin d'un relais de croissance, comme on appelle. Et il faut se souvenir que pour la 3G et la 4G, la locomotive, ça avait été l'iPhone. Donc, tout le monde s'attend les uns et les autres. Il faut que, d'une part, les fréquences soient attribuées pays par pays par les autorités de régulation des télécoms, et ensuite qu'Apple se lance. En fonction de la réponse, les opérateurs vont proposer des offres commerciales sur les terminaux au départ, et puis les forfaits, comme tu disais, Benjamin, qui sont assortis. Et puis, il y a aussi un point important, c'est que aujourd'hui, les iPhones de septembre, ils sont finalisés depuis un moment. Hein, donc, ils ne peuvent pas rajouter une puce 5G à la dernière minute pour risquer qu'elle soit buggée, redessiner la carte mère, etc. Donc, c'est pas parce que nous, on va attendre patiemment le mois de septembre qu'eux, ils n'ont pas finalisé le design. D'ailleurs, si tu vois le nombre de coques qu'on commence à voir chez les fabricants tiers, etc., donc on sait que le design, il est fini, hein, déjà. C'est vrai. On est quand même fin juin, et donc c'est dans un peu plus de 2 mois, quoi. C'est demain. Oui, mais il faut qu'Apple ait 100 millions de cartes mères d'iPhone produites pour septembre. Hein. C'est maintenant qu'elle commence à être produite. Je voudrais rajouter un dernier truc. Apple a besoin de la 5G, paradoxalement, pour initier un nouveau cycle de renouvellement, dans la mesure où les cycles de renouvellement s'allongent sur les modèles anciens. Oui. Donc il y a aussi pas une urgence, mais une incitation de ce côté-là. Non, mais c'est sûr que quand ça va être vraiment disponible et utilisable, ça va être un gros plus pour les nouveaux modèles, c'est sûr. Oui. Si la couverture est bonne, ça sera génial. Maintenant, pour des nouvelles applications, parce que c'est un système, la 5G, qui va nous donner des vitesses bien supérieures à la DSL d'aujourd'hui. Pas autant que la fibre, mais quand même, on parle de vitesse minimum de 80 à 100 mégas. Donc, ça va même au-delà de la fibre.
J'ai vu pendant que j'étais en Chine, j'ai vu sur Twitter une vidéo d'un collègue, je crois, qui testait la 5G. Alors, je ne sais plus où c'était. Est-ce que c'était en Corée ou... Et speed test, l'aiguille était bloquée à... Ouais, c'est possible. C'était fou, quoi. Il y a eu des essais à 5 voire 10 gigabits seconde. Ouais. Bon, après, il est seul sur le réseau, donc c'est peut-être plus facile d'arriver à cette vitesse-là. Fred Cavaillé nous dit, aux US, la 5G, Apple va avoir honte de ne pas être présent. Alors, pour le coup, aux US, je crois que c'est pas aussi avancé que... le déploiement est moins avancé qu'en Asie. Donc, il y a sans doute un peu de temps encore. Il y a Verizon sur une ville ou deux, je crois, mais quelque chose de... C'est plus de l'ordre du test. Mais c'est vrai qu'on est fin juin. Enfin, je vais pas dire que l'année est finie, mais l'année, elle est jouée, quoi. C'est l'année prochaine que ça va se jouer. Ça semble assez évident. Alors, vous savez, il y a de grosses tensions entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump qui ferme la porte à Huawei. Huawei, le géant chinois, qui fait des smartphones concurrents de l'iPhone et qui fabrique et qui vend aussi des infrastructures réseau, justement, notamment pour la 5G. C'est dire si les enjeux économiques sont très très forts en ce moment. La Chine laisse clairement entendre qu'elle pourrait arrêter de fabriquer les iPhones. Et du coup, Apple cherche à se protéger d'une éventuelle sanction ou d'un blocage en diversifiant ses sites de production. Et apparemment, c'est l'Inde qui serait la mieux placée pour récupérer une partie de la production chinoise. C'est ça, Gilles, l'idée ? Oui, d'autant que la Chine fait pression, y compris en termes législatifs et réglementaires, pour que ce qui soit vendu sur le sous-continent soit produit en Inde. Et donc, Apple a qui mise. Tim Cook insiste depuis plusieurs trimestres et même un an ou deux sur l'importance stratégique que peut représenter l'Inde, même si ça reste à l'état de prospect ou presque à l'heure actuelle. Si Apple veut vendre de l'iPhone en Inde, et c'est un marché de 1,2 milliard de clients potentiels, même si tout le monde n'a pas les moyens. S'ils veulent vendre des iPhones en Inde, il faudra bien qu'ils les produisent ou qu'ils les assemblent en Inde. Oui, avec un maximum de pièces détachées, en plus produites sur place. Alors, il y a d'autres arguments. La population hindoue va dépasser la population chinoise dans les analystes, pas dans les 2 ans, mais l'Inde sera le premier pays au monde en termes de population et donc de marché potentiel. Ensuite, l'économie est en train de s'améliorer. Le nouveau Premier ministre fait beaucoup de choses pour développer l'économie, pour accueillir les entreprises, etc. La main-d'œuvre doit rester quand même, je suppose, assez bon marché. Et puis l'Inde a des accords de technologie croisés avec les États-Unis de plus en plus. Ils ont des accords de technologie croisés avec Israël. N'oubliez pas que les iPhones sont, en termes de recherche et développement, pas mal développés en Israël. Apple a maintenant 3 campus là-bas. Et donc, du coup, ça fait une sorte des iPhones. Oui. Donc, ça fait une sorte de accord vertueux entre gens qui se parlent. Donc, voilà. Ouais. Bon, d'autant qu'il y a une stratégie de... Ouais. Il y a effectivement cet intérêt d'Apple pour la division modem d'Intel, qui pourrait aussi jouer un rôle très important dans cette évolution vers la 5G. Vous êtes plusieurs à avoir réagi à mon appel à témoins, comme on dit, sur d'autres chaînes. Petit Kiki nous dit « Je n'ai la 4G que 70% du temps, sinon je suis en Edge, même sur Strasbourg. Je suis passé chez plusieurs providers, même combat. Même si on nous annonce du rêve avec la 5G, j'attends déjà d'avoir une bonne couverture 4G. » Pas faux. Oui. Joël nous dit « J'attendrai l'année prochaine. » Voilà, donc pas d'urgence. Didier Méance, beaucoup trop tôt pour avoir un smartphone 5G cette année, donc non. Pas un critère obligatoire pour changer d'appareil dans le futur proche.
Et puis voilà. Et puis Jérôme nous avait déjà dit ce qu'il en pensait. Donc vous n'êtes pas pressé. Apparemment, vous voulez surtout que ça fonctionne bien avant de vous, pas de vous précipiter justement, mais de passer de sauter le pas et de changer de téléphone. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur une décision qui va revêtir un caractère historique, puisque c'est un lieu qui a marqué l'histoire d'Apple, qui va fermer. Je sais qu'il vous parle autant à l'un qu'à l'autre. On va revoir des images d'ailleurs de quelques grands moments d'histoire. La première fois, c'était en 1984, Élie. Oui. C'est à Cupertino. C'était un endroit un peu magique, plein d'histoires, mais qui va fermer, effectivement, le Flint Center, pour ne pas le nommer. Alors, tu te souviens de cette journée, forcément, où le Mac a été dévoilé. Ça vient d'avoir lieu, et vous voyez la salle avec le public qui était hystérique. Vous vous souvenez, hein, c'était ce premier Mac sur lequel on a vu s'afficher d'abord le mot Macintosh qui défilait de droite à gauche, et puis ensuite une inscription qui disait Insanely Great. Tu te souviens, Gilles, aussi, toi, de ce moment, hein? Oui. Au départ, c'était Hello. C'était Hello au départ, oui, c'est vrai. Hello écrit avec MacPaint, et puis il y avait le fameux Smooth Talker, qui était le synthétiseur vocal qu'on trouvait avec ce fameux Mac, et les chariots de feu d'Evangelis, qui était en fait qui était censé être joué par le Mac, et qui en fait était fourni par un système audio extérieur, même si la voix du synthétiseur vient du Mac, oui, avec son synthétiseur 4 voix. Alors, on a les deux points forts. Ouais. On avait les deux points forts là d'Apple qui sont toujours présents. C'est le graphisme avec cet écran bitmap, le premier, après le Lisa, bien entendu, et puis le synthétiseur 4 voix qui a fait les beaux jours des ingénieurs du son et des artistes. Oui. Alors, ce Flint Center, il a servi une deuxième fois, et je pense que ce n'est pas un hasard si Steve Jobs l'a choisi pour le lancement de l'iMac, Élie. Oui, absolument. Ouais. C'est un endroit historique, et ça marquait un tout petit peu son retour, et il voulait marquer historiquement son deuxième. Voilà. C'est vraiment la renaissance d'Apple, ce moment-là, puisque... Voilà la salle. Oui. Qui découvre ce berlingot qui dénotait avec toute l'informatique personnelle PC à l'époque, voilà, avec cette coque à demi-transparente, avec ses ports USB, avec ses haut-parleurs là de chaque côté de l'écran, avec son tiroir pour CD-ROM. Alors, c'est un design complètement en rupture à l'époque, mais qui serait impensable maintenant, parce que il y a plusieurs couches de plastique de nature différente, et ça serait impossible à recycler. Ah, tu penses qu'écologiquement, ce serait plus possible? Ah oui, non. Greenpeace avait, en 2004-2005, au moment de la guerre qui était menée en 2007 plutôt, aux constructeurs informatiques pour le recyclage et le rapatriement, la prise en charge des déchets électroniques, l'iMac était déjà pointé du doigt à ce moment-là. Maintenant, ça serait pas possible. Il faut dire un truc sur le De Anza College. Pourquoi il a été choisi, c'est qu'il est vraiment un jet de pierre du premier campus d'Apple au 1 Infinite Loop à Cupertino. C'est à 50 mètres à vol d'oiseau. Oui, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens avoir lu l'histoire qui entourait cette fameuse présentation de l'iMac, où l'équipe d'Apple, je crois qu'ils travaillaient très étroitement avec LG à l'époque, notamment sur l'écran. Et donc les iMac ont été assemblés, je crois que c'était en Corée du Sud, hein, donc dans les usines d'LG.
Et tout a été prêt au dernier moment. Et Johnny Ive était parti là-bas avec une vingtaine de ses collaborateurs. Et ils avaient chacun rapporté un iMac, chacun dans sa valise, un iMac. Dans le bagage à beurre. Ils sont revenus, je crois, la veille ou le matin même de la conf, avec les 20 premiers qui ont été donc exposés, utilisés pour cette fameuse conférence de Steve Jobs. Et puis, alors, beaucoup plus récemment, donc ça va faire 5 ans, ça a été le lieu du lancement de l'Apple Watch. Ça, vous vous souvenez forcément tous aussi, puisque c'est quand même très proche de nous. Vous vous souvenez de ces premières images que Tim Cook vient de dévoiler, le nom qui apparaît, et puis dans la salle, ça va être du délire, parce que Tim Cook revient avec au bracelet l'Apple Watch qu'on voit pour la première fois, et c'était aussi dans cette salle du Flynn Center, dont on reconnaît les balcons là, avec ce design un petit peu en feuille là, en quinconce. Voilà, c'était le dernier grand moment d'Apple dans cette salle. Et donc elle va fermer. Est-ce qu'on sait pourquoi d'ailleurs elle va fermer ? Oui, parce que éventuellement le conseil d'administration et les étudiants voudraient servir de l'emprise pour faire une CTU, des dortoirs pour les étudiants. Ah, d'accord. Bon. Remarque, maintenant Apple n'a plus besoin du Flynn Center. Non. Ils ont maintenant leur propre. Ils ont leur Steve Jobs Theater. Qu'on puisse se déménager, oui. Voilà, donc c'était l'occasion de revoir ces images aussi. C'est toujours un plaisir. Et puis voilà, c'est une page qui se tourne puisque cette salle va donc fermer. C'était sympa de partager cette info avec vous. On va reprendre le cours de l'émission avec une série de brevets déposés par Apple. Et ça va un peu dans tous les sens, mais c'est toujours intéressant de suivre l'actu des brevets. Il y en a un notamment qui porte sur l'Apple Watch et sur le diabète. Qui veut nous en parler ? Qui a travaillé ? Qui a fait ses devoirs ? C'est Elie, celui-là. Mais je veux bien rajouter un mot après. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Elie ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, en fait, c'est un sujet qui a été trouvé par notre ami Frédéric Cavaillé qui nous regarde et qui s'est penché pas mal sur Patently Apple ces jours-ci. Et donc, ce site Patently Apple a publié une liste de 59 brevets qui ont été accordés à Apple. Et en particulier, dans les 3 premiers, parce que les 59, ça serait un peu long, il y a celui-ci. Et donc, l'Apple Watch du futur, donc on n'est pas en train de parler de l'Apple Watch actuel, serait capable de relever le taux de glycémie. Donc, ce qui est particulièrement important pour les personnes qui souffrent de diabète. Le diabète, bien sûr. Mais donc, ça peut être... Oui, vas-y. Vas-y, non, je t'en prie. Ça peut être intéressant. Alors, ça passerait vraisemblablement... J'ai pas lu le brevet, mais je pense que ça pourrait passer par la transpiration, comme le font les moustiques, par exemple. Les moustiques vont piquer de préférence les bébés et les jeunes enfants, puis les femmes, et ensuite les hommes, parce que le taux de glycémie est plus important, au moins dans la transpiration. Ouais. C'est un truc qui est très très important pour Apple, pour la raison évidente que c'est ce qui a coûté la vie à Steve Jobs, le cancer du pancréas, et il a fallu l'enlever, et donc il devait mesurer très très régulièrement son taux de glycémie pour adapter son insuline de façon externe. Et le premier accessoire qui a été présenté avec l'Apple Watch ou je dis une bêtise, l'iPhone, le premier accessoire de santé était un appareil externe qui calculait le taux de glycémie. C'est de ça qu'on parle d'ailleurs dans l'article qu'a relevé Fred. Il parle d'une collaboration en fait entre une société qui s'appelle Dexcom, qui ont un détecteur de glycémie qui est
à l'heure actuelle déjà approuvé par la FDA, donc on n'a pas besoin d'attendre pour l'utiliser. Et il a laissé entendre, hein, c'était pas une annonce formelle, qu'il avait en fait un partenariat avec Apple pour fournir une application native Apple Watch, qui bien sûr pourrait certainement fonctionner aussi sur iOS, mais c'est-à-dire que même quelqu'un qui partirait faire du jogging avec son Apple Watch uniquement pourrait simplement de cet appareil, ça a la taille, on va dire, d'une grosse aspirine. Enfin, c'est rond, on le voit dans le site. Ça tient entre deux doigts et le fait de le tenir entre deux doigts mesure la glycémie qui est transmise à l'Apple Watch en Bluetooth. En fait, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il se murmure, mais là l'information est très vague, qu'Apple pourrait intégrer un détecteur de glycémie directement dans une future Apple Watch. Ah oui. Mais là, c'est pas cette année. Alors moi j'avais vu une montre qui faisait office de mesure de glycémie, donc une montre connectée. Et sur le dessous de la montre, à l'endroit où il y a les capteurs aujourd'hui de l'Apple Watch, il y avait une sorte de comme une grille avec des tout petits ergots. C'était pas des aiguilles, mais voilà. Et en fait, ça prenait un certain nombre de mesures dans la partie inférieure de l'épiderme, c'est-à-dire que ça entrait un tout petit peu dans la peau. Quand on mettait la montre, on sentait rien de particulier, mais voilà. Ça allait, entre guillemets, suffisamment profondément pour pouvoir prendre des mesures directement sous la peau. Je ne sais pas si c'est le même genre de techno. Je vois mal un truc un peu invasif comme ça sur une Apple Watch pour tout le monde. Mais, ouais. Ça dépend la sensibilité. Il y a de plus en plus de capteurs aux odeurs, c'est-à-dire de manière chimique, pas... de façon pas invasive, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les capillaires. Comment dire, ça doit être dans les labos. Maintenant, il faut une application industrielle et ça, c'est une autre paire de manches, surtout s'il faut un agrément de santé publique. Alors, juste à propos de ces brevets, j'ai pas été suffisamment précis quand j'ai lancé le sujet. En fait, il y a 8 jours, Apple s'est vu attribuer 59 brevets que la marque avait déposés. Oui, ils n'aiment pas les déposer. Le bureau qui valide les brevets les a attribués à Apple. Absolument. Et ils sont dans des catégories très diverses. On a parlé de celui-là parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Mais le premier brevet qui a été approuvé sur les 59, c'est un iPhone où on aurait un affichage sur le côté, ce qu'on connaît déjà dans les Galaxy, enfin dans certains appareils Samsung depuis très longtemps. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais si certains les ont, ils pourront nous en parler. Mais en tout cas, Apple aurait un brevet qui permettrait d'afficher, et dans l'exemple déposé au niveau des brevets, ils afficheraient le niveau de batterie ou des boutons du style déclencher l'appareil photo, etc. Donc, ce serait tactile, hein, évidemment, sur le côté. Ça, c'était le premier. Après, ils ont un deuxième brevet qui a été accordé pour des produits pliables. Donc, quand on sait ce qui s'est passé récemment sur les produits pliables, je ne suis pas sûr qu'ils sortent tout de suite, celui-là, voilà. Huawei a d'ailleurs repris la sortie de leurs produits aussi. Ils ont un autre brevet qui concerne des coins de téléphone ou de tablette, vraiment les 4 coins, donc qui pourraient servir aussi à des choses, qui deviendraient actifs. Donc on pourrait appuyer sur le coin de l'appareil. C'est très pratique si on le met dans une poche, ça va appuyer. Bref. Ils ont aussi un brevet sur un dock qui chargerait par induction mais magnétique, c'est-à-dire qu'en fait on poserait le téléphone sur un dock verticalement et il y aurait 3 aimants qui le maintiendraient en place et le chargeraient par induction. Donc dans le bas de l'appareil au lieu que ce soit dans. Ils vont peut-être d'abord nous sortir le chargeur qui n'est jamais sorti avant de faire celui-là, peut-être. Non, mais c'est la revanche du AirPower. Voilà, le AirPower. J'avais même oublié son nom. Enfin bon, donc il y a 59 brevets. Il y a aussi un brevet sur des lunettes de réalité augmentée, hein, les fameux projets dont on parle depuis longtemps.
Oui, et qui projetterait une image en 3D, donc en vision stéréoscopique, ce qui serait assez utile pour effectivement pour des lunettes. Alors, ce qu'on voit dans l'image, ce sont des lunettes très 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 moches, mais on espère que la version finale sera beaucoup plus aboutie que ça. Mais ils disent que les premiers systèmes basés sur ARKit et qui pourraient sur des lunettes pourraient sortir en 2020, ce qui correspond à ce qu'avait annoncé d'ailleurs Tim Cook. Hein, Ouais. Donc, pourquoi pas? C'est peut-être lié à la 5G. Et si on, Oui, tout à je fait. pense que oui. Oui, parce que le grand, ce qu'attend l'industrie avec impatience dans la 5G, c'est cette capacité à avoir des transmissions haut débit complètement distribuées, Ouais. d'autant plus qu'on est passé à de l'IPv6 maintenant. Absolument. Donc il y a peut-être une simultanéité dans ces deux projets. Avant qu'on se quitte, mes amis, je voudrais qu'on parte quelques secondes à Stanford. C'était le jour de la fête des pères. C'était donc dimanche dernier. Oui. C'est ça, hein? Je me trompe Oui, pas. oui. Je confirme. suis encore un peu décalé. Il a dit Puisque Tim Cook a eu l'honneur de prononcer le discours destiné aux diplômés de Stanford. Je vous ai gardé juste la fin. Je vous conseille de l'écouter, ça dure 18 minutes si vous avez le temps. Il est question de Steve Jobs évidemment à un moment, et Tim Cook raconte le moment où Steve lui a annoncé que non, il n'irait pas mieux et qu'il fallait se préparer à ce qu'il succombe à la maladie. Mais voilà comment Tim Cook a terminé son discours il y a quelques jours à Stanford. Find the hope in the unexpected. Find the courage in the challenge. Find your vision on the solitary road. Don't get distracted. There are too many people who want credit without responsibility. Too many who show up for the ribbon cutting without building anything worth a damn. Be different. Leave something worthy. And always remember that you can't take it with you. You're going to have to pass it on. Thank you very much, and congratulations to the class of 2019. Voilà, j'espère que on l'a vous avez jamais vu compris. comme ça. Pas mal. On l'a jamais vu comme ça. On retiendra évidemment le Be Different, hein, qui fait référence évidemment à Think Different. Il a beaucoup été question aussi dans ce discours de la tentation de beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley à voler les données personnelles de chacun d'entre nous. C'est un des terrains évidemment où Apple est le plus en avant. Juste, on dit un mot de cette entreprise israélienne qui proclame pouvoir craquer n'importe quel iPhone désormais. Gilles, allez, en 10 secondes. On va passer les 10 secondes, sous requête judiciaire. Hein, c'est très important. C'est pas un outil de script kiddie ou de hacker à la petite semaine, c'est sous requête judiciaire. C'est un des grands combats du FBI et de certaines polices locales aux États-Unis, pouvoir avoir accès aux iPhones des prévenus pour pouvoir établir des preuves. Et on sait aussi qu'au niveau sécuritaire, au niveau contre-terroriste, ça peut être important. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est une entreprise israélienne qui est en pointe. Voilà, elle s'appelle Célébrité et elle dit pouvoir accéder au contenu de n'importe quel iPhone, y compris sous iOS 12.3, donc la version actuelle. La dernière. Voilà les garçons, merci beaucoup d'avoir été là. Élie et Gilles, c'était un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Merci aussi à vous qui nous suivez avec fidélité tous les mercredis. La semaine prochaine, donc c'est la dernière officiellement, on vous attend. On espère que vous serez au rendez-vous. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous et à mercredi prochain pour la DER. Ciao.